téléspectatrices, chers internautes, nous revoici, le rendez-vous avait été pris, amis de la nature. Nous vous avions promis que nous allons continuer avec le décryptage sur le centenaire du parc national de Virunga, ce parc, le plus vieux parc de l'Afrique, créé le 21 avril 1925 par un décret royal du roi Albert Ier, ce parc qui avait comme nom avant le parc Albert pour devenir parc national de Virunga. Et nous avions posé comme problématique comment concilier conservation de la nature, développement économique et bénéfices pour les communautés locales. Parce qu'aujourd'hui, il est établi que les communautés locales ne gagnent pas beaucoup. Alors, en 100 ans, qu'est-ce que nous constatons? Quelle est la loi qu'on applique pour changer? Parce qu'il faut partir. Nous avons dit que le parc avait été construit ou conçu sur des bases juridiques pour donner sa protection, pour lui donner ses caractères de la loi pour les protéger. En 100 ans aujourd'hui, nous devons nous poser la question, quelle loi appliquer entre la loi basée sur la conservation policière, c'est-à-dire la loi de 1967, où les gardes-parcs doivent punir les populations qui entrent dans les parcs, et la loi participative de 2014. Quelle loi appliquer aujourd'hui avec l'évolution? D'abord, il faut, avant de comprendre ces lois et l'application ou changer la nature des parcs, il faut d'abord noter que les conflits sont liés à la gestion des ressources naturelles avec des communautés locales. C'est-à-dire que les communautés locales qui estiment que le parc national de Virunga est un bien ancestral, c'est un bien de la nature que Dieu a mis à leur disposition, les communautés locales sont en conflit avec le parc parce que le parc estime que les communautés locales violent les aires protégées. Le premier conflit, c'est l'accès aux ressources. Par exemple, les communautés locales ont besoin de bois de chauffe. Ils ont besoin de produits forestiers non ligneux. Ils ont besoin de faire l'agriculture dans les zones protégées. Nous l'avons dit l'autre fois, comment faire des potagers, comment faire des petites plantations, des petits champs d'arachides, des petits champs de maïs, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le premier conflit lié entre les populations riveraines et les parcs. Le deuxième conflit concerne les migrations et les déplacements des populations. Les populations, depuis la tradition, se déplacent même en passant par le parc. Elles doivent aller voir leurs frères ou leurs sœurs qui sont dans d'autres villages, elles passent par le parc. Or, le parc est vécu aujourd'hui, est vu comme une barrière pour ces populations parce que il y a des gardes-parcs, parce que des fois, les parcs même, il y a même des fils de fer, des fils barbelés qui empêchent les populations de traverser les parcs. Donc ça, c'est un autre conflit. Le troisième conflit, c'est les effets négatifs des groupes armés. Nous l'avions dit, les FDLR qui font le bois, qui font les makala, la braise, à Goma, ceux qui sont à Goma, ils savent que le marché de la braise est alimenté par les FDLR. Nous avons, au niveau du Grand Nord, c'est-à-dire à Beni, les terroristes islamistes ADF-MTM, qui ont pratiquement gagné les parcs depuis 1996, qui sont dans les parcs. Ils en ont constitué vraiment leur chantier et ils ont même créé ce qu'ils appellent les Madina, donc le quartier général. Et il y a la guerre dans les parcs. Mais le parc, ce n'est pas seulement ça. Le parc, c'est aussi le bois, les arbres qu'on abatte et le bois scié qu'on va vendre à l'extérieur. Le parc, c'est aussi les minéraux, l'or et autres, le coltan, ainsi de suite. Le parc, c'est aussi les cacao. Le parc, c'est au fait tout cela. Alors, cette controverse entre la conservation de ces terres protégées et les business, ça aussi, ça se pose. Mais il y a une plus grande controverse qui met la République démocratique du Congo en difficulté. Dans les parcs, on a découvert du pétrole. Est-ce que la RDC doit exploiter le pétrole ou doit laisser les parcs? Donc, la RDC est devant un dilemme. Elle n'a pas assez de force pour dire, écoutez, moi j'opte maintenant pour l'exploitation du pétrole, par exemple. Mais il faut poser des questions en termes de bénéfices.
Quelles sont les opportunités économiques et les défis du pétrole pour la RDC? D'abord, le pétrole va booster l'économie, le développement économique. Le pétrole va augmenter les revenus de l'État. Le pétrole va créer les emplois. Mais le problème, c'est que la RDC doit peser les avantages économiques immédiats de l'exploitation du pétrole par rapport aux bénéfices à long terme de la conservation du parc. On nous dit, nous avons besoin de l'écosystème, nous avons besoin de l'ozone, nous avons besoin aujourd'hui avec les développements climatiques, avec les conséquences du développement climatique, la destruction des faunes et ainsi de suite. Qu'est-ce que la RDC doit faire? Un équilibre entre l'économie et l'écologie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la RDC a assez de force, a des reins solides pour se mettre debout devant la communauté internationale pour dire, moi je vais exploiter mon pétrole, mais tout en respectant les lois écologiques, tout en respectant la biodiversité, tout en respectant les aires protégées, mais pour le bien de notre population. Donc ça, c'est la vraie question, le vrai défi qui reste. Et mais comme nous le disons, centenaire, il est toujours anormal que l'Union européenne, que la coopération belge et que même la RDC elle-même ne puisse pas célébrer les centenaires. C'est vrai. On comprend que avec la guerre qui secoue le nord et le sud Kivu, le gouvernement congolais puisse privilégier la guerre, ne puisse pas festoyer, parce que ce sont ces populations-là, du nord et du sud Kivu, qui subissent les affres de la guerre. On peut comprendre que la RDC adopte l'attitude de méditation. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, nous vous remercions pour avoir suivi. Likez si vous avez aimé, mais nous vous donnons le dernier rendez-vous pour clôturer ces centenaires. À la prochaine. Bonne journée.